Voilà, merci beaucoup. Il faut dire que nous avons une société francophone africaine de diabète et d'endocrinologie qui s'occupe de diabète et des maladies post diabète qu'on appelle les maladies endocriniennes. Nous l'avons créée en 2004 ici même à Dakar, donc il y a 21 ans. Et aujourd'hui, cette société a son 7e ou 8e congrès. Maintenant, nous y avons associé le congrès diabète et ramadan. Alors, pourquoi c'est le thème principal? Parce que le ramadan est un moment particulier pour le musulman à travers le monde entier. Il y a 1,9 milliard pour ne pas 2 milliards de musulmans dans le monde. Et parmi ceux-là, il y a 230 millions d'entre eux qui sont en Afrique de l'Ouest en particulier. Donc il était important que nous puissions leur parler. Parce que le ramadan, c'est un fait religieux, c'est un des piliers de l'islam. Chacun a envie de le vivre à sa façon pour faire plaisir à Dieu. Malheureusement, dès qu'on se passe de manger ou qu'on mange autrement, eh bien, on peut favoriser ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Et parmi celles-ci, il y a le diabète. Un de nos anciens ministres de la Santé disait, si on veut traiter les maladies chroniques non transmissibles, eh bien, il faut commencer par le diabète. Il va tirer toutes les autres maladies vers le haut. Sachant que ce moment est un moment particulier sur le plan socio-culturel, sur le plan socio-religieux. Les gens ont envie de jeûner, quelle que soit leur maladie. Il est important de leur adresser un bon message. Un bon message, c'est lequel? C'est un message qui lui permet de dire, d'accord, vous êtes diabétique, mais vous pouvez jeûner de façon sécuritaire en évitant certaines choses et en faisant d'autres choses. Ou alors, carrément, comme le dit Dieu, votre état de santé ne vous permet plus de jeûner, donc attention, n'attentez pas à votre vie. Voilà pourquoi nous nous réunissons et ce groupe international existe depuis 2012. La première conférence où j'étais était à Manchester et nous sommes à la 3e rencontre francophone et les anglophones se font en parallèle pour montrer l'importance de ce sujet diabète et ramadan. Alors pratiquement toute l'Afrique francophone est là. Toute l'Afrique, tous les pays d'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, sont là. Ensuite, il y a nos amis du Maghreb, Tunisie, Maroc et Algérie. Et enfin, il y a l'Égypte et les Émirats arabes unis qui sont là. Donc c'est vraiment le caractère international et net. Et nous avons au moins 75 à 100 personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici. Je ne parle même pas des Africains, je parle des autres. Alors d'abord, une fausse information. Au contraire, il faut dire que la plupart des diabétiques essayent de jeûner. C'est plutôt ça la réalité, parce qu'étant professionnel, j'en sais quelque chose. Même quand on leur interdit de jeûner, ils vont quand même essayer de jeûner du point de vue de l'acte religieux. Parmi les complications, il n'y a pas que l'hypoglycémie. Le professeur Hassanein, qui est le président du DAR International, disait en anglais tout à l'heure, on craint beaucoup plus l'hyperglycémie, l'augmentation du taux de sucre pendant le ramadan, mais tous ces 50-50. Il y a des malades qui feront une hypoglycémie, c'est une baisse du taux de sucre, et c'est aussi dangereux, sinon plus dangereux, que d'avoir une augmentation du taux de sucre. Parce que là, on a le temps de rattraper, alors que pour ce qui est de l'hypoglycémie, si on n'arrive pas à temps, ça peut causer des dégâts énormes. Voilà. Donc pourquoi maintenant, c'est une raison pour laquelle les médecins ont peur. Les médecins veulent conseiller aux malades. Il y a quelques années encore, on disait les diabétiques, il ne faut pas qu'ils jeûnent. Maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux médicaments, on sait qu'il est possible de jeûner et on a établi ce qu'on appelle un score de risque. Pour chaque diabétique, maintenant, on peut calculer son risque par rapport au fait de jeûner et en ce moment, ça nous permet de mieux le conseiller. Nous avons les risques faibles qui peuvent jeûner sans aucun problème. Nous avons les risques moyens auxquels il faut donner une éducation supplémentaire pour jeûner et nous avons les risques élevés qui sont dans le rouge à qui nous recommandons de ne pas jeûner. Alors, ce qui se passe dans le corps, quand le diabète, c'est exactement ce qui se passe chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a 3 périodes. La première période, le corps s'adapte. Le corps s'adapte. Il y a le risque d'hypoglycémie, justement. Il y a le risque de déshydratation, c'est-à-dire de manque d'eau. Mais comme Dieu a bien fait le corps s'adapte progressivement et il y a des changements au niveau des grandes sécrétions du corps. Mais ceci change chez le diabétique si au moment de jeûner, son diabète n'est pas bien contrôlé ou s'il a déjà des complications. C'est pour ça que nous devons gérer ce diabète au moins 2 mois à l'avance pour pouvoir voir si son organisme déjà est préparé au jeûne
par un bon équilibre glycémique, par un bon contrôle de son cœur, de ses reins et de son hydratation. Si on ne le fait pas, on va au hasard et nous recevons beaucoup de malades, effectivement, diabétiques pendant le ramadan, qui arrivent dans le coma quelquefois, ou qui est hypoglycémique ou hyperglycémique. Alors, les aliments que ce n'est pas pendant le ramadan, c'est pendant le ramadan, hors du ramadan, nous leur demandons à chaque repas de manger de façon équilibrée, d'avoir un alimentation que je me tue maintenant à dire que nous ne pourrons plus parler de régime du diabétique, mais nous devons parler d'un régime alimentaire qui permette à l'individu de garder ses capacités. Et c'est très difficile en l'espace de 30 secondes de tout vous dire, mais que ce soit en dehors ou pendant le ramadan, les médecins et les diététiciens sont formés aujourd'hui pour parler et donner les bons conseils aux patients. À eux maintenant de bien écouter et de dire leur désidérata et d'essayer de suivre ces conseils-là. Oui. Alors, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Aujourd'hui, on sait que l'augmentation d'ici de 2020 à 2045 sera, autant que je me rappelle, de 123% en Afrique, alors qu'en Europe, c'est de 35%. Pourquoi ? Parce que simplement, eux, ils sont en train de prendre les mesures idoines pour pouvoir freiner l'évolution de cette maladie. Et actuellement, le discours que je tiens toujours aux malades qui viennent me voir, c'est que le traitement du diabète est un traitement de prévention. Tout comme dans la prévention, il est important de faciliter le dépistage de cette maladie, de sensibiliser les populations et de les amener progressivement à demander à être dépistés. Ça nous permettra de connaître, parce que aujourd'hui, l'IRF a montré qu'il y a 81% de cas non diagnostiqués, inconnus du diabète. Il faut qu'on renverse la tendance pour mieux connaître ces malades-là et les prendre en charge le plus tôt possible. Je ne vais pas entrer dans les signes cliniques de la maladie. Non, pourquoi je ne vais pas y entrer? Parce que simplement, le diabète, ce n'est pas une question de signes cliniques. Encore une fois, excusez-moi, quand les signes cliniques sont là, c'est déjà un peu trop tard. Parce qu'il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes. C'est tout un cours que de vous dire. Mais aujourd'hui, la notion de dépistage de la maladie, la notion de sensibilisation des populations qui ne sont pas encore diabétiques à aller se faire dépister, c'est l'élément sur lequel je demande toujours aux médias d'insister, de connaître les facteurs qui, quand ils sont mis en avant, augmentent le risque de devenir diabétique. Le sujet qui est obèse, le sujet qui a une hérédité diabétique dans sa famille, le sujet qui a une hypertension artérielle ou qui en a dans sa famille, la femme qui accouche d'un enfant de plus de 4 kilos à la naissance ou qui fait des avortements répétés, voilà les sujets à risque. Et c'est ça qu'il faut passer comme message et demander à ces gens-là de se faire dépister. Parce qu'on peut être diabétique pendant 10 ans sans avoir aucun symptôme. Et si on ne se fait pas dépister, eh bien bonjour, c'est au moment des complications qu'on va découvrir la maladie. Les moyens, on peut les avoir. Les moyens, c'est d'abord les moyens humains. D'abord, c'est le premier moyen, c'est d'abord de croire à ce que l'on fait. Si aujourd'hui au Sénégal, nous avons pu réussir quelque chose, c'est parce que quand on arrivait en 1979-80, il n'y avait rien dans le territoire sur le diabète. Eh bien, je vais vous dire que tout ce que vous avez vu développé au Sénégal a été développé à partir de 200 000 francs CFA. Et c'était une quête que nous avons faite auprès des populations, simplement qui nous a permis de mettre l'éducation thérapeutique en place. Or, cette éducation thérapeutique vise non seulement les diabétiques, mais aussi les personnes qui sont en malades dans le cadre de la sensibilisation. À l'époque, un organe qui est la radio-télévision sénégalaise nous avait offert gratuitement une antenne pendant 6 mois de 15 minutes 2 fois par semaine pour pouvoir diffuser au niveau de la population les éléments que la population ne connaissait pas, et ça a permis à plusieurs personnes de se faire dépister à temps. Donc vous avez un grand rôle à jouer là-dedans. Merci beaucoup.